Souvenir de sorties informelles avec Michel. Intervention toujours bienvenue, parfois précédée d'un « je peux t'y faire mon malin ». Qui est proche de la nôtre, qui a beaucoup d'appétit pour l'oxygène. D'accord. Et donc ils acceptent les mares pauvres. Des vers donc. Oui, des tubifex. Ah ok. Et, là, on voit les sections des tubes. On voit les là, trous, oui. Oui. Donc chaque fois, il y a un verre dedans. D'accord. Ça va donner un insecte volant, nécessairement. Un moustique qui va faire plaisir à... Tu peux t'en recouper. Là. Tac. Là. Pouf, pouf. On voit les têtes, là. Donc c'est... Voilà. Elle est effrayée, hein. Oh la pauvre bête. Elle est au chaud, elle a peur. Avec des... Sans parachute. Ah bah il fait mieux plus ça. Bas fourneau, ça veut dire qu'on ne charge pas par le haut comme un haut fourneau. Un haut fourneau, ça charge à la brouette par la gueule. Ici, non, on fait un petit assemblage et puis on y met le feu et puis ça coule et puis voilà. Donc on est dans des niveaux de production qui sont vraiment très artisanaux. Alors, pourquoi en bordure de ruisseau? Parce que tous les bas fourneaux qui ont été retrouvés dans les Ardennes se trouvent en bordure de ruisseau. On peut penser à celui de Moret-Pré par exemple, comme dans votre cuisine, je faisais couler l'eau. Sur le robinet, on greffait un tuyau relié à un bocal et on arrivait à créer un vide relatif, à créer une dépression par friction de l'eau sur ce volume d'air, si vous voulez. Au fur et à mesure que l'eau coulait, elle tirait l'air et elle créait une dépression dans le bocal. C'est un truc très simple, il n'y avait pas besoin d'électricité, rien du tout. On ouvrait le robinet. Bon, il fallait 200 litres d'eau pour faire un vide très relatif, mais bon, ça marchait comme ça. Et on peut penser qu'ici, eh bien, on a utilisé le ruisseau de cette manière. C'est-à-dire qu'on a utilisé le ruisseau pour qu'il crée une dépression qui suralimente le foyer en oxygène. Vous voyez, une petite voûte. Et donc à l'intérieur de ce volume, là, on charge des argiles riches en fer, donc ce qu'on appelle des limonites ferrugineuses, des argiles riches en fer, du charbon de bois en couches successives, et puis on allume tout ça. Donc il se fait une fusion. Ici on ouvre et on obtient une gueuse de fonte. Donc cette gueuse de fonte, après on peut la retravailler dans les convertisseurs Bessemer, etc. Mais ils n'utilisent pas cette truc-là. On l'a retravaillée pour obtenir... Alors parce que la fonte c'est cassant, ça a l'avantage d'être malléable mais c'est cassant. Et par contre, si on veut obtenir un acier, quelque chose de plus nerveux, susceptible d'être affûté, etc., il faut brûler le carbone qui est dedans. Et donc on le faisait avec du charbon de bois, une fois de plus, sur lequel on tapait avec un martinet à chaud. Et donc ça brûlait le carbone. Des branches sur des feuilles particulières. La feuille, en fait, c'est tout ça. Ce n'est qu'une feuille. Et donc, celles-ci sont stériles et celles-ci sont fertiles. 1, 2, 3, 4, là. Voilà, c'est une rareté, quoi, pour ça. La fougère des puits. Le Blechnum spicante. Ça, c'est stérile. Il n'y a pas de sort en dessous, hein, de spores. Et voilà, là c'est fertile. Et tout ça, ce sont des emballages dans lesquels il y a des spores. Lesquels spores ne sont pas sexués. Ils vont germer, donner un petit organe sexuel qui a la forme d'un fer de lance à peu près, où il y a des organes mâles et des organes femelles. Donc s'il y a une goutte d'eau qui vient sur ce protal, donc sur ce fer de lance là, les spermatozoïdes vont nager vers les ovaires, ils vont tomber dans le trou et féconder. Et à ce moment-là, il y aura naissance d'une graine. C'est une reproduction en 2 temps.
Donc délicate. Oui, oui, bah oui, délicate. oui. Et nécessitant de l'eau à un certain moment. D'où la présence des fougères dans les milieux humides. C'est à la foreuse, ça. Oui, c'est régulier. Puis après une petite charge là-dedans, puis ça fait une écaille qui s'en va. Une petite charge là. Là, l'autre, ici. Puis stock. Alors à Luxor, il faisait pareil pour les obélisques. Hein. À part qu'ils mettaient des petits coins en bois. Et c'est percé, ça. Complètement, on voit l'autre côté. Hein. Ouais. Oh. Mais moi, je ne suis pas assez malin pour imaginer ça dans l'espace, dans le volume. Tu vas pouvoir les différentes opérations. Ça déjà, il faudrait une maquette. C'est percé aussi. Oui, donc ça c'est une tranche qui va tomber. Quoi. Et garder des morts-terrains là, pour pas que ça se casse de trop. Et garder du déblai. C'était fait par un droitier. Tu vois l'angle ici. Il y a un petit côté puis il y a un grand là. Parce que le gars il travaillait comme ça. C'est un burin là, donc. Ça c'est un burin là. C'est assez joli là, toutes les lumières jaunes, un peu de vert, des là, sur ta droite là, c'est joli. C'est très joli, pourquoi je dis quand même. Et ça fait vraiment partie des trucs que j'aimerais bien comprendre. Ça. Il y a de l'intelligence là-dedans. Pondu ici, la larve, elle se nourrit de l'épaisseur de la feuille. Plus elle se nourrit, plus elle grossit. Toc, 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 toc. Puis à la fin, il y a un petit trou, pas toujours. Voilà, petit trou, toc. Puis elle s'envole. Elle se transforme, elle s'envole. C'est là. La larve mineuse de la ronce a tronçonné les nervures. Oui, c'est vrai. Tu vois, elle les longe. Suit, oui. Hein, voilà. Mais elle a du mal, hein, c'est difficile. Les nervures, c'est costaud. Hein. Finalement, les taggers n'ont rien inventé. C'est très beau, hein. Oui, c'est vrai. C'est un petit côté nacré aussi. Oui. Voilà. C'est quand elle fane qu'elle devient odorante. C'est L', hein, aspérule. Aspérule. Ah oui. On mettait ça dans le linge autrefois. Il faudrait en reprendre et puis la faire faner, mais bon là, elle est quand même pas très bien. Ouais. Aspérule odorante.